moi, j'ai une caractéristique dans la vie, c'est que je ne peux pas me forcer à faire ce que j'aime pas. Okay. Ce qui est en fait une chance, parce que ça m'oblige justement à être à l'écoute de mon cœur et de mes envies, quoi. Bon, sauf que du coup, à cette époque-là, c'est il y a 30 ou 35 ans, hein, du coup, j'étais pas bon, j'étais pas performant, j'avais pas de bons résultats, donc j'ai fini par me faire virer, je me suis retrouvé au chômage et je savais pas quoi faire de ma vie. Donc vraiment une crise professionnelle qui devient une crise existentielle. J'ai cessé de me chercher des mentors le jour où j'ai réalisé que Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Laurent Gounelle comme invité. C'est un des auteurs qui m'a redonné goût à la lecture en 2012, notamment avec le livre que j'ai ramené ici, L'homme qui voulait être heureux. Et c'est un des auteurs les plus lus et traduits dans le monde entier français en développement personnel. Donc je pense qu'on va parler de beaucoup de thèmes vraiment très intéressants dans ce podcast. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. N'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonnés. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show. Un grand merci aux partenaires de mon podcast Épicure. Épicure, c'est des compléments alimentaires naturels et sains qui permettent de lutter contre le stress, d'avoir un meilleur sommeil et de booster votre énergie. Vous avez 20% de réduction sur tout le site avec le code promo Adrien20. Allez, c'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien. Comme je disais du coup en intro, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis vraiment ravi. C'est un plaisir. On va peut-être parler un peu plus tard de ton livre L'homme qui voulait être heureux, mais c'était, comme je disais, un qui m'a redonné goût à la lecture en 2012. Je m'en rappelle encore et du coup, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que j'aime bien en général poser un peu une question large au début, que tu as peut-être déjà l'habitude de répondre dans d'autres podcasts, mais si tu pouvais te présenter un peu en quelques mots, et forcément après on va creuser un peu plus en détail sur certains thèmes. Écoute, moi je suis écrivain, j'écris des romans initiatiques, c'est-à-dire concrètement des romans donc basés sur des histoires fictives, c'est de la fiction, mais ce sont des romans qui invitent à réfléchir sur soi, sur le monde, sur le sens de la vie, sur comment s'épanouir, comment être plus heureux. Et j'écris sous la forme d'histoire parce que j'aime que les idées s'incarnent dans la vie en fait. J'aime que les idées que j'ai envie de partager ne nourrissent pas seulement le lecteur au niveau du mental, tu vois, de la tête, qui n'est pas juste une compréhension intellectuelle des idées, mais qu'on puisse voir à travers une histoire comment l'idée s'incarne dans la vie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur, la lectrice, puisse en faire quelque chose dans sa vie, quoi. Et donc, une histoire permet ça, quoi, de mettre en scène les idées. Donc, comme tu le disais, on est dans un café qui s'appelle le storyteller, un peu le storytelling. On en parle d'ailleurs de beaucoup de nos jours, le storytelling. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs du storytelling. C'est un mot qu'on entend souvent en ce moment. Alors, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'entreprise, voilà. Et peut-être aussi de la politique. Mais il y a l'idée derrière est de développer une image de l'entreprise à partir d'une histoire qui est souvent fictive. On va raconter une histoire sur les fondateurs, pour donner envie aux gens, pour faire en sorte que les gens aiment l'entreprise, quoi. Mais souvent, c'est totalement bidon. Enfin, c'est ça. Il peut même y avoir des fois, il y a des histoires un peu ça peut être de mensonges et les gens peuvent croire que c'est... Complètement, voilà. Et donc, si je ne me trompe pas, du coup, tu as écrit peut-être dizaine d'ouvrages. Tu as commencé il y a 20 ans ? J'ai commencé il y a 18 ans. 18 ans, ok. Ouais. Et donc, je suis curieux de savoir un peu... avant ça, ce que tu faisais, comment t'en es arrivé en fait à écrire et à ton parcours un peu avant l'écriture. D'accord. Moi, à 17 ans, au lycée, comme tout le monde, j'ai dû choisir mes études supérieures et j'ai choisi, en l'occurrence, moi, je ne me connaissais pas, à 17 ans, on ne se connaît pas. Moi, j'ai choisi les études économiques et financières. Et donc, je me suis retrouvé 5 ans plus tard, jeune cadre financier. Et alors que mes études m'avaient intéressé, intellectuellement c'était plutôt stimulant, quoi. Voilà, quand je me suis retrouvé à mettre en œuvre un métier dans ce domaine, j'ai compris que je m'étais trompé, quoi. Je m'étais trompé de voie. Vraiment, ça ne me plaisait pas, j'aimais pas ce que je faisais. Donc je suis resté comme ça salarié pendant 5 ans, dans 2 entreprises différentes. J'ai essayé de changer l'entreprise, puis ça marchait toujours pas mieux. Et moi, j'ai une caractéristique dans la vie, c'est que je ne peux pas me forcer à faire ce que j'aime pas. Okay. Ce qui est en fait une chance, parce que ça m'oblige justement à être à l'écoute de mon cœur et de mes envies, quoi. Bon, sauf que du coup, à cette époque-là, c'est il y a 30 ou 35 ans, hein, du coup, j'étais pas bon, j'étais pas performant,
j'avais pas de bons résultats. Donc j'ai fini par me faire virer. Je me suis retrouvé au chômage. Et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc vraiment une crise professionnelle qui devient une crise existentielle. J'ai essayé de monter une boîte dans le domaine de l'import-export. Ça n'a pas plus marché, puis ça ne m'intéressait pas plus, en fait. Donc vraiment, je m'arrachais les cheveux en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de mon existence, quoi. Et puis, j'ai réalisé que finalement, alors que j'étais le parfait loser, entre guillemets, mes amis ne m'avaient pas quitté, ma famille non plus. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai eu un sentiment de liberté très fort. Et j'ai réalisé qu'avant, en fait, j'avais choisi mes orientations, mes métiers en fonction de certains critères qui ne m'appartenaient pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, il fallait un métier valorisé socialement, où j'allais être reconnu, où j'allais gagner de l'argent, où qui me donnerait la possibilité de satisfaire, enfin, en tout cas, de rendre fier papa et maman. Enfin, et puis, évidemment, là, j'étais au fond du trou, j'avais tout perdu, je m'étais fait virer, monter une boîte qui avait planté. Donc finalement, j'étais libre, quoi. J'étais libre à partir du moment où j'avais réalisé que les gens étaient toujours autour de moi. Donc finalement, j'ai compris qu'ils s'en fichaient un peu de ce que je faisais et même de ce que je réussissais, de ce que j'échouais, quoi. Et c'est comme par hasard à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais faire. Et comme je me formais depuis quelques années en psychologie, en développement personnel pour résoudre mes propres problèmes, quoi, qui tournaient essentiellement autour des peurs, peur des autres. Moi, j'avais énormément peur des gens. J'étais maladivement timide, j'avais un gros handicap dans la relation à l'autre. Donc je me formais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait en moi et puis comment fonctionnaient les gens aussi, quoi. Et je me suis pris de passion pour ça. Et donc je me suis dit, Balzac disait le bonheur c'est de faire de sa passion son métier, je vais en faire mon métier. Ah ouais, ok. Voilà. Donc je suis retourné sur les bancs de la fac aux États-Unis pour suivre des formations de consultant. Et je suis devenu consultant formateur en relations humaines. Et c'est un métier que j'ai exercé avec passion pendant une quinzaine d'années. Ça, t'avais quel âge quand t'es retourné sur les bancs de la fac? Je devais avoir 28 ans par là, quoi. Ok. À peu près, 27, 28 ans. Et c'est intéressant ce que tu disais aussi, inconsciemment des fois, de vouloir faire plaisir à ses enfants, à ses parents, pardon. Ouais. J'avais lu, je crois, dans un article aussi que quand t'étais jeune, peut-être avant tes 17 ans, du coup, que t'avais envie de devenir psychiatre. Mais que tes parents, ils étaient plus scientifiques, etc. C'est surtout le médecin de famille qui m'en avait dissuadé, parce qu'il avait une vision d'avenir de la médecine qui était très noire. Donc il avait réussi à me détourner de ce projet. Non, en fait, c'est juste que pour ma famille, mon père était un scientifique pur et dur. C'est un professeur d'université, agrégé de physiologie, et dirigeait un laboratoire de recherche à la fac. Donc plutôt dans les sciences dures, on va dire. La psycho, c'est plutôt les sciences molles. Et donc ça peut être vu négativement par les scientifiques purs et durs. Maintenant, je ne peux pas non plus affirmer que mon père portait un jugement là-dessus. C'était un taiseux, mon père. Il s'exprimait très peu. Donc on devinait en fait ses pensées plus qu'on ne les écoutait. Je vois exactement. Ok. Mais du coup, puisque au final, d'une certaine manière, le fait d'être retourné un peu dans les relations humaines, etc., c'est indirectement, ça se rapproche assez de la psychiatrie aussi. Oui, complètement. Est-ce que tu dirais que inconsciemment, c'est bien d'essayer de retrouver son âme d'enfant, et quand on est un enfant, on sait un peu d'une certaine manière ce qu'on veut, mais on a tendance à être avec l'éducation ou Oui, alors les deux, je dirais. C'est-à-dire, en effet, l'enfant est beaucoup plus en contact avec ses intuitions que ne l'est l'adulte. Pourquoi est-ce que l'adulte, il a trop fréquenté l'école, donc il a surdéveloppé son mental, d'accord, ses capacités cérébrales, ce qui est très utile dans la vie, et du coup, il tend à se couper de son intuition. L'intuition, c'est une capacité qu'on a tous, même si on l'ignore, qui est un accès direct et immédiat à une vérité. C'est même la définition du dictionnaire, hein. Tu ouvres le Larousse ou le Robert, tu liras ça, quoi. Okay. Donc on a cette capacité en nous, ça a été démontré scientifiquement, et les enfants sont beaucoup plus en contact avec leur intuition. Donc oui, c'est bien de se reconnecter à notre âme d'enfant sur ce plan, et peut-être en effet que l'enfant peut avoir comme ça, dans un accès fulgurant à la vérité, par l'intuition, une vision de ce que peut être un avenir épanouissant pour lui. Donc ça, c'est bien de se reconnecter à ça. Après, cela étant dit, il faut aussi savoir appuyer sur le bouton actualiser. Il y a des gens qui s'accrochent à leurs rêves d'enfant, alors que bon, ils étaient enfants, quoi. Et quand on est enfant, on rêve de devenir pompier. C'est pas forcément notre vocation, quoi.
Et donc, c'est aussi utile à un moment donné de se dire, OK, je vais laisser à l'enfance ce qui appartient à l'enfance et m'interroger sur moi aujourd'hui, quelles sont mes envies, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, dans quel domaine je peux me réaliser, par exemple, même si ça ne correspond pas à mes rêves d'enfant. Ouais, après, du coup, pas forcément correspondre à ses rêves d'enfant, mais un point commun que j'ai, pas tous, mais dans les invités de mon podcast, c'est que même s'ils ont un certain âge, cinquantaine, etc., ils essayent de rester dans leur comportement de tous les jours, plutôt d'avoir une approche, de rester un enfant, entre guillemets, parce que... Ah, ça, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Ah oui, complètement. Oui, c'est-à-dire pas souvent, pas toujours, hein, heureusement, mais souvent, les adultes se coupent un peu de la part d'enfant en eux, quoi. Il y avait un courant de psychologie à un moment donné qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui est moins en vogue aujourd'hui, ça a plutôt émergé dans les années 70 et 80, qui disait finalement en nous, alors c'était symbolique, hein, mais en nous, il y a un enfant, il y a un adulte et puis il y a un parent, quoi. Donc le parent, c'est celui qui met les normes, des règles, mais c'est aussi celui qui protège. L'adulte, c'est celui qui a des relations parfaitement égalitaires avec les autres, essentiellement basées sur un échange d'informations. Et puis l'enfant en nous, il y a deux types d'enfants en nous, selon ce courant de pensée, hein. Il y a l'enfant dit rebelle, qui est celui totalement immature, qui dit non à tout, qui se rebelle contre l'autorité, donc contre les parents en l'occurrence, quoi. Mais certains restent enfants rebelles toute leur vie. Ils vont plutôt que de, par exemple, dans un contexte d'entreprise, plutôt que de dire à leur patron, voilà la situation, voilà mon besoin, voilà ce que je demande, posément, ils vont plutôt tout de suite déclencher une grève avant de négocier, quoi. Bon, ça, c'est de l'enfant rebelle, donc il y a des gens qui le restent toute leur vie, quoi. Même si la grève est parfois utile, hein, mais voilà, le côté je me rebelle avant de parler, quoi, ça, c'est vraiment enfant rebelle. Et il y a un autre enfant en nous qu'on oublie, qui est l'enfant libre. L'enfant libre en analyse transactionnelle, c'est celui qui s'autorise à jouer, c'est celui qui s'autorise à avoir un certain humour par rapport à la situation, c'est celui qui est très créatif, qui est très spontané. Ouais. Et on perd parfois cette liberté, cette créativité, cette spontanéité une fois adulte, et ça, c'est dommage. Donc en effet, on gagne à se reconnecter à l'enfant libre qui est en nous, et à s'autoriser cette joie enfantine, je dirais, cette spontanéité, cet humour, le fait de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Ouais. Voilà, ce qui est important, hein, parce que la vie, on peut dire c'est quelque chose de sérieux. En même temps, toi, tu dirais la vie est une grande aventure, n'est-ce pas ? Comme je disais juste avant. Tu sais, il y a une infirmière spécialisée en soins palliatifs en Australie qui a publié il y a quelques années un bouquin assez intéressant. Je crois que ça s'appelait « Les regrets des mourants ». Pourquoi ? Parce qu'elle, évidemment, puisqu'elle accompagnait des personnes en fin de vie à mourir, elle a recueilli les regrets que formulaient ces personnes par rapport à leur vie, quoi. Et c'est assez touchant, assez troublant. Et il disait des choses du genre on regrette d'avoir trop travaillé, on regrette de ne pas avoir dit à nos proches à quel point on les aimait. Et ce qui revenait souvent aussi, c'est on regrette d'avoir pris la vie trop au sérieux. Ouais. Et c'est intéressant d'écouter ces regrets pour ne pas avoir nous-mêmes à formuler des regrets sur notre lit de mort plus tard, quoi. Et donc, je pense que oui, redevenir enfant, c'est ça, c'est pas prendre la vie trop au sérieux. C'est relativiser quand on vit un échec, relativiser quand il nous arrive un coup dur, relativiser quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, quand on est face à des difficultés. Parce qu'on a tous des coups durs, on a tous des tuiles, on a tous des échecs. On connaît tous de la maladie, parfois des licenciements, parfois des ruptures sentimentales, des choses qui nous font souffrir. Et il faut aussi, à un moment donné, lâcher prise par rapport à ça, comme le ferait un enfant, quoi. Et toi, justement, qui pleure un bon coup puis qui tourne la page, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement, pour lâcher prise, est-ce que tu as 2-3 techniques ou méthodes que tu as observées pour... Là, de ce point de vue-là, j'ai envie de m'en remettre à certains philosophes de l'Antiquité, les stoïciens, qui disaient finalement on ne maîtrise pas les événements extérieurs, mais on maîtrise notre réaction aux événements. Donc il arrive quelque chose, par exemple je me fais virer, ok, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est mon patron, j'y suis peut-être pour quelque chose, ce qui était mon cas par exemple si je suis pas compétent, mais en tout cas voilà, c'est lui qui l'a décidé, j'y peux rien, je maîtrise pas ça. Par contre, la question, c'est comment moi je réagis par rapport à ça. Alors, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être déprimé, j'ai le droit de me sentir humilié, ce qui est exactement ce que j'ai vécu il y a 30 ans ou 35 ans, quand je me suis fait virer. Et je peux aussi choisir de ne pas rester 10 ans dans cet état-là, quoi. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont ruminer pendant 10 ans
un événement passé, qui vont rémunérer ce salaud de patron qui vous a licencié ou ce salaud de conjoint qui vous a fait un coup pendable ou qui vous a trahi, qui vous a trompé, etc. Voilà. C'est OK d'accueillir l'émotion dans l'instant. Une fois de plus, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se couper de ses émotions. Pas du tout. Sinon, elles réémergeront d'une manière plus violente. Donc non, accueillir l'émotion, voilà, se dire, OK, je me sens trahi, humilié, je suis très en colère, vivre pleinement l'émotion et ensuite passer à autre chose. Mais ça, c'est un choix. Parce que si une émotion, techniquement, sur le plan neurologique, physiologique, elle dure 5 à 9 secondes. C'est ultra court. Ah ouais, ok. Ouais, c'est très court. En fait, l'émotion, sa fonction, c'est de nous délivrer une information. Si je suis en colère, par exemple, ça peut être mon corps, mon organisme m'informe que quelqu'un est en train de violer mes valeurs. D'accord, ça donne la colère. Si j'ai honte, ça veut dire que je compare en fait le comportement que je viens d'avoir ou que je suis en train d'avoir avec les critères des autres. Ouais, Des autres, en fait. Et je me juge par rapport aux autres. Je pense que les autres vont me juger sur la base de leurs critères à eux. C'est-à-dire que je suis un peu en référence externe quelque part. Donc c'est une information, en effet. L'information est intéressante, donc toutes les émotions sont intéressantes, elles méritent d'être accueillies. Par contre, si elles durent trop longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet des bûches dans la cheminée. Voilà, il y a une jolie cheminée là, derrière nous. On remet des bûches, en fait, on alimente le feu, quoi. Et on n'est pas obligé de le faire. Donc les stoliciens nous donnent cette grande sagesse qui consiste à se dire, OK, il y a ces événements et je peux choisir la façon dont j'y réagis. Et à un moment donné, ça veut dire tourner la page. Ça veut dire aussi peut-être pardonner. C'est pas tellement dans notre culture en France, le pardon, parce qu'il y a une méprise, je crois, entre pardonner et excuser. Il y a un auteur qui l'exprime très bien, d'ailleurs, c'est Olivier Clerc, qui a écrit plusieurs livres autour du pardon. Et il explique très bien qu'en fait, pardonner, c'est pas excuser. Si j'ai en effet un conjoint qui m'a trahi, c'est pas à moi de l'excuser, quoi. D'accord, c'est à lui d'être responsable de ses actes. D'accord. Si j'ai un patron qui a été injuste, ou n'importe qui d'autre, c'est des exemples un peu triviaux que je donne, mais c'est pas à moi d'excuser ça. D'accord, il ou elle est responsable de ses actes. Mais je peux pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire vis-à-vis de moi, en fait, sur un plan émotionnel, je suis pas obligé d'en vouloir à cette personne tout le temps. Je suis pas obligé de rester dans la colère, voire même de verser dans la haine ou le désir de vengeance, quoi. Je peux me dire, OK, c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait. Je me sens super mal. Et je vais vivre pleinement cette émotion parce que c'est intéressant de la vie, il faut l'accueillir, mais pas pendant 10 ans, quoi. Donc au bout d'un moment, je me dis, OK, cette personne a vécu ça, a fait ça, c'est son problème. Je la laisse avec sa conscience, elle verra ce qu'elle en fera, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est responsable de nos actes et nos actes ont des conséquences sur nous, pas besoin de Saint-Pierre qui va nous juger à l'entrée du paradis ou de l'enfer. Notre conscience fait le boulot, j'ai envie de dire. Donc, je le laisse avec sa conscience. Et moi, je pardonne, c'est-à-dire que moi, je passe à autre chose, en fait. Je me dis, OK, compte tenu de sa vie, compte tenu de sa situation, compte tenu de ses croyances, compte tenu de ce qu'il a vécu lui-même, il s'est mal comporté avec moi, il a fait des choses pas bien. Et je pardonne parce que voilà, je connais pas sa vie, je sais pas ce qu'il a vécu pour en arriver là. Donc, moi, je passe à autre chose. Mais ça, il ne faut pas le faire trop tôt non plus, parce que sinon, si on n'a pas vraiment vécu l'émotion, voilà, elle va réémerger un peu plus tard. Ok. En fait, ce que tu viens de dire, si je comprends bien, c'est qu'il faut essayer de vraiment reprendre ou garder le contrôle sur ce qu'on peut contrôler et intrinsèquement contrôler. Et par contre, tout ce qu'on ne peut pas contrôler ou qui est lié à l'extérieur, faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Okay. Il y a une autre raison qui nous invite au lâcher prise, c'est que quand il nous arrive un coup dur, en fait, on n'est pas vraiment en mesure de savoir si c'est un coup dur. Ce qu'on peut savoir, c'est comment on le vit intérieurement, une fois de plus. On peut se dire, c'est très désagréable, je ne suis pas heureux, je me sens mal. Quand je me suis fait licencier il y a 30 ans, je me sentais très mal, je me sentais humilié, je l'ai dit, en colère, etc. Ça, c'était ma vérité dans l'instant. En revanche, j'étais incapable de dire, est-ce que vraiment c'était un coup dur? Je le vivais comme tel, je le ressentais comme tel, mais moi, je l'ai étiqueté coup dur. La vérité, c'est que ce n'était pas un coup dur. Sur le long terme, sur l'échelle d'une vie. Voilà. Aujourd'hui, je sais que c'est un événement précieux dans ma vie, qui a beaucoup de valeur, parce que si je ne m'étais pas fait virer, si ce patron, par exemple, avait été extrêmement tolérant envers mes mauvais résultats, j'y serais peut-être toujours. Ouais, tu serais resté dans ta zone de confort, mais qui ne te plaisait pas au final, exactement. qui ne te satisfaisait pas. Et depuis 30 ans, je me ferais suer dans un job que je n'aime pas, quoi. Donc c'est grâce à ce licenciement que j'ai vécu, certes, une crise pas drôle à vivre, qui m'a obligé à savoir ce que j'avais dans le ventre, ce que je voulais faire de ma vie, et qui a fait que par la suite, je me suis épanoui. Donc, dans l'instant, quand il nous arrive un coup dur,
ne pas l'étiqueter trop vite. On ne sait pas, en fait, si c'est vraiment un coup dur pour nous. On sait juste que c'est désagréable, acceptons-le, mais disons-nous aussi qu'on ne sait pas si c'est vraiment un coup dur. Peut-être une ou pas. bonne nouvelle. Ouais. Mais c'est un peu une certaine manière. Est-ce que tu crois au destin ou c'est Je sais pas. J'ai beaucoup varié par rapport à ça. Moi, j'ai pratiqué l'intuition. Je me suis formé à une méthode qui permet d'accéder sur commande à son intuition. Et donc, je sais aujourd'hui que je peux capter des éléments du futur. Je sais, ça semble de la science-fiction complètement ésotérique et tout, mais c'est la vérité, c'est prouvé scientifiquement. On peut capter des informations sur le futur. Et ça ne veut pas dire que le futur existe déjà, qu'il y a un destin tout tracé, que tout est écrit. Pas du tout. Si on se tourne vers les physiciens quantiques, alors j'hésite toujours à me tourner vers eux, parce qu'en général, on se tourne vers eux quand on n'arrive pas à prouver quelque chose. C'est très pratique, on les ressort de derrière les fagots. Sauf que les physiciens quantiques voient souvent l'avenir comme un ensemble de potentialités. En disant tout existe déjà dans l'avenir. Donc dans le présent, l'avenir existe déjà sous forme de potentialité. Et il semblerait, mais il faut vraiment utiliser le conditionnel puisque ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais il semblerait que la projection de conscience humaine sur l'une de ces potentialités tend à la cristalliser. Donc quelque part, on aurait un impact sur l'avenir. Donc on pourrait percevoir un élément de notre avenir. Et parce qu'on projette notre conscience dessus et qu'on y croit quelque part, il y a de fortes chances que ça devienne effectivement notre avenir. Ah oui, donc c'est un peu le pouvoir de la visualisation. C'est le fait de réussir à... Oui, de visualiser, projeter la conscience. C'est pas que visualiser. Oui. C'est visualiser, ça peut être entendre aussi, et c'est y croire aussi. C'est pour ça que les méthodes uniquement basées sur « je visualise un avenir positif et mon avenir va être radieux », ça marche pas. C'est la méthode Coué. En revanche, si je capte les choses sur l'avenir, que je les vois, par exemple, et que j'y crois, je ressens que ça va être mon avenir, là, ça marche, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, je l'ai expérimenté. Ah oui ? Oui, vraiment, c'est étonnant. Il y a de fortes chances que cet avenir-là se réalise. Mais on ne peut pas décider d'une croyance. Je ne peux pas décider de croire en quelque chose. Ou alors, je me mens un peu à moi-même et je peux me leurrer. Et à ce moment-là, ce n'est pas une vraie croyance, ce n'est pas une vraie conviction intime. Donc toi, dans le passé, tu avais visualisé quelque chose dans le futur, du coup, qui s'est réalisé au final. Oui, à plusieurs reprises. Quoi. Ok. Et donc cette méthode, tu l'as apprise c'est pas une méthode. Enfin, en fait, moi, je l'ai constaté. Vraiment, c'est une expérience très pragmatique. Tu vois, ce livre que tu as en main, par exemple, quand je l'ai écrit, j'étais parfaitement aligné sur mon intention qui était de transmettre des choses utiles aux gens. Mais c'était ma seule intention. Je dis ma seule intention, est-ce qu'on peut avoir 15 intentions à l'esprit quand on écrit ? On peut écrire pour se faire du bien, il y a des écritures qui sont thérapeutiques, on peut écrire parce qu'on a envie de mettre sur papier des éléments vécus, on peut écrire pour montrer aux copains à quel point on écrit bien, on peut écrire pour montrer à quel point on a des choses intelligentes à dire, on peut écrire pour avoir un prix littéraire, on peut écrire pour épater la galerie, les journalistes. Il y a plein d'intentions possibles. Moi, j'avais une intention, j'étais totalement aligné là-dessus. Je veux transmettre des choses qui sont utiles pour les gens, des choses que j'ai reçues, qui ne m'appartiennent pas d'ailleurs, que j'ai reçues de par mes formations, mes voyages, mes rencontres, des choses qui me semblaient essentielles, qui me semblent toujours essentielles d'ailleurs, et je voulais les transmettre. Mais j'avais la certitude que ce livre toucherait ses lecteurs. Donc, je n'employais pas le terme de best-seller, parce que je ne raisonnais pas comme ça, mais pour moi, c'était évident énormément de gens allaient le lire. J'avais zéro doute là-dessus, quoi. C'était une certitude. Mais comment t'as eu cette certitude ou cet alignement, enfin, avant ça, pendant les 2 années avant, enfin, quel est le cheminement qui fait que tu as eu je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de la naïveté de ma part ? Parce que je ne connaissais pas le monde de l'édition, donc je ne savais pas si c'était dur ou pas de trouver un éditeur. Je ne savais pas... que cette année-là, par exemple, je l'ai publié en 2008, il y aurait 68 000 livres publiés en France au même moment, enfin la même année, quoi. Et que donc mon livre serait un livre parmi 68 000, que j'étais un parfait inconnu, que donc il y avait statistiquement extrêmement peu de chances que le livre trouve ses lecteurs, quoi. Et puis on a pu me dire aussi que cette année-là, la moyenne des ventes des livres, c'était 2000 exemplaires, et que mon livre était mis en vente à 1200 exemplaires dans toute la France, donc c'est-à-dire quasiment rien, quoi. Et je ne savais pas ça, donc j'avais une grande naïveté par rapport au monde de l'édition. Donc ça m'a sans doute aidé d'ailleurs à y croire. Moi j'étais naïvement sincère, parce que j'étais sincère dans ma démarche d'écrire pour les autres, donc naïvement je me disais donc les gens vont le lire, quoi. C'était très naïf.
Ouais, mais du coup, au moins, tu as été, sans savoir tout ça, tu as été très focalisé sur Oui, ton intention principale. oui, oui, oui. Mais, Et du coup, j'y croyais sincèrement, quoi. hmm. Mais justement, se focaliser, parce que moi, pareil, je le dis souvent, d'ailleurs, j'ai pas mal de problèmes. Je suis curieux de tout, et du coup, Mm, j'ai du mal à me focaliser sur vraiment, mm. peut-être parce que je sais pas encore exactement quelle direction il faut prendre, mais est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui ont du mal à se focaliser? Enfin, c'est deux choses différentes. Se Mm. focaliser sur si on ne sait pas encore ce qu'on veut, c'est pas pareil que si on sait exactement comment Oui, oui, s'aligner. tout à fait. Parce que quelqu'un qui se disperse, ça peut être quelqu'un qui a plein de centres d'intérêt, donc il n'y a pas de mal à se disperser. Les gens qui se dispersent sont souvent des gens très créatifs, donc c'est une qualité, il ne faut pas se juger, il faut être un peu gentil avec soi-même, quoi. Et après, si tu as plein de projets, par exemple, en parallèle, Ouais. bah, peut-être qu'en effet, c'est pertinent de faire un choix, parce que c'est difficile de mener plusieurs projets de front, même si certains y arrivent, moi pas d'ailleurs, Ok. mais certains y arrivent, quoi. Et à ce moment-là, s'il faut choisir, bah, à toi de savoir lequel de ces projets te tient le plus à cœur. Et après, souvent, parfois, les gens qui zappent d'un projet à l'autre sont des gens qui, parfois, mais pas toujours, hein, mais parfois manquent un peu de pugnacité ou de courage, parce que avoir des idées, c'est très stimulant intellectuellement, donc ça apporte beaucoup de plaisir, quoi. Parce que la mener à terme, ça demande des efforts, donc ça fait un peu souffrir quelque part. Et donc certains, je ne sais pas si c'est ton cas, mais certains préfèrent au bout d'un moment, quand ça commence à devenir un peu dur, il faut vraiment travailler, bah, zapper sur un autre qui d'un seul coup semble beaucoup plus enthousiasmant que le premier, quoi. Je pense que c'est peut-être un peu mon cas, mais des fois, je me rassure avec une anecdote de, je sais plus c'est qui disait ça, mais que les grands inventeurs, bon, je ne prétends pas du tout être un grand inventeur, mais l'inspirateur, il a été inventé par des gens feignants, entre guillemets, qui en avaient marre de passer le balai, ou, etc. Et du coup, ils ont inventé l'inspirateur. Donc des fois, c'est dur de trouver le bon équilibre entre faire des efforts ou savoir si ça doit être coulé. On parle souvent de flow. Et toi, du coup, je suis curieux d'ailleurs, l'effort, est-ce que quand tu as écrit par exemple ce livre, vu que tu étais complètement aligné et avec les intentions claires, t'as quand même eu le sentiment de faire un effort Bien ou... sûr, bien Voilà. sûr. On n'a rien sans rien, on n'a rien sans travail. Par contre, il y a une différence entre travailler et lutter. C'est-à-dire, dans le passé, un passé lointain, quand j'étais pas aligné justement avec mes envies profondes, quand je voulais mener à bien un projet, j'allais non seulement devoir travailler, mais parfois lutter, quoi. Et parfois ça marche, ouais, avec acharnement, non. Mais c'est pas super sain en fait, et surtout pas nécessaire. C'est-à-dire, pour moi, quand on est justement aligné entre nos valeurs, ce qu'on a envie de faire, et le travail que l'on fournit, en général, mon expérience est que ça se passe bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça veut pas dire qu'on rencontre pas des écueils, mais globalement ça se passe bien. Voire les choses sont parfois faciles, quoi. Euh, Tu vois, moi, autant je ramais quand j'étais financier il y a 30 ans, vraiment, vraiment, c'était horrible. Autant quand je suis devenu consultant, par exemple, Ouais. alors que c'était un métier tout à fait nouveau pour moi, j'étais débutant, les portes se sont ouvertes. Les contrats me sont tombés du ciel. Ah ouais, ok. J'ai même pas souvenir d'avoir prospecté, c'est-à-dire contacté des entreprises pour proposer mes services, quoi. Les contrats me tombaient vraiment du ciel, quoi. C'était presque miraculeux, quoi. Donc je pense que quand on est à notre place, les choses arrivent facilement, quoi. Quand j'ai écrit ce premier livre, j'ai trouvé l'éditeur en 15 jours, quoi. Ben, tout s'est fait facilement. Maintenant, je dis ça, mais je veux pas que nos auditeurs se disent Ouais. donc si ça vient pas facilement, c'est que je suis pas à ma place, quoi. Non, parce que c'est pas non plus toujours le cas, quoi. Il faut souvent travailler quand même. Mais il y a une différence, une fois de plus, entre travailler et lutter, quoi. Parce que justement, avant d'être consultant, tu as dit que tu t'es formé pendant quelques années aux États-Unis, je crois notamment. En fait, je me suis formé dans différents courants de pensée de la psychologie. Physiologie, c'était mon père. Pourquoi aux États-Unis? Parce que moi, j'étais intéressé par le courant cognitivo-comportementaliste, alors qu'en France, on était resté scotché à la psychanalyse à l'époque, quoi. C'est-à-dire, en fac de psycho en France, on étudiait Freud, Lacan, Jung, pas les sciences cognitives, quoi. Alors aujourd'hui, heureusement, ça s'est ouvert, mais à l'époque, il fallait obligatoirement aller aux États-Unis. Et donc, je me suis intéressé à différents courants de pensée de psychologie, hein. Je n'ai pas fait juste un cursus de psychologie aux États-Unis, vraiment sur différents courants de pensée, mais toujours dans le domaine cognitivo-comportementaliste. En fait, c'est le domaine qui fait le lien entre la pensée et le comportement, en fait. Ce qui donne, par exemple, sur le plan thérapeutique, des thérapies qui sont très brèves. Ça, c'est pas nécessaire de passer 15 ans sur un divan, contrairement à la psychanalyse, quoi. C'est des thérapies qui durent en général quelques semaines.
Des thérapies, par exemple, pour combattre, guérir des traumas d'enfance, des choses comme ça ou... Oui, des traumas d'enfance, pour soigner des peurs, des phobies, des colères, des problèmes d'image, enfin, tous les problèmes humains classiques, quoi. Et c'est démontré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est démontré que les thérapies cognitivo-comportementalistes sont les plus efficaces, quoi. C'était démontré scientifiquement. Ok, ouais, parce que toi, du coup, tu disais tout à l'heure dans l'introduction que tu avais une peur des autres, je crois. Ouais, maladive, ouais. Et donc ça, c'est notamment par cette thérapie Oui, entre guillemets que... complètement. Au début, moi, j'ai commencé par lire des livres. Ok. Et puis ensuite, à me former, ce qui était quand même un moyen assez indirect de travailler sur moi. Je n'ai pas eu le courage de pousser la porte d'un psy. Puis il y avait une dimension familiale, parce que dans ma famille, les psys, c'était pour les fous, quoi. Donc, ouais, c'est mal vu. Voilà, je me voyais pas comme complètement fou. Donc je me suis formé, mais ça m'a fait beaucoup progresser. Déjà, ça m'a permis de comprendre les autres, comment ils fonctionnaient. Et donc à partir de là, ils me faisaient moins peur. Ça m'a permis de comprendre aussi mon propre fonctionnement, le fonctionnement de mes problèmes, donc de mes peurs en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passait en moi quand j'avais une peur qui s'installait. Et donc j'ai beaucoup progressé, mais un jour, des années après, j'ai quand même poussé la porte d'un psy, et ça m'a permis d'accélérer dans mon évolution. C'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Ouais, tu conseilles quand même. Ah bah oui, on a dans tous les domaines, de toute façon, on a intérêt à avoir affaire à un professionnel. Bon ben voilà, les psychothérapeutes sont des professionnels de la relation d'aide, et ils sont là pour nous aider à résoudre nos problèmes. Donc il faut trouver une fois de plus le bon psy, le bon thérapeute qui va utiliser l'approche qui va être celle qui nous correspond. Et puis à ce moment-là, oui, ça va vite, quoi. Et dans ce livre, justement, L'homme qui voulait être heureux, est-ce que tu as vu d'autres approches avec des sages parce que ça se passe à Ubud, si je me souviens. Ouais, d'autres un peu plus spirituels ou d'autres mouvements comme le bouddhisme. Alors, je me suis formé à différents courants de pensée de la psychologie. Donc la PNL, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, les schémas ericksoniens, enfin plein de trucs comme ça, la spirale dynamique. Je me suis intéressé quand même à la psychanalyse aussi, et après, et en parallèle d'ailleurs, en fait, il y a eu toute une période de ma vie où je me cherchais des mentors, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'allais rencontrer des sages, des chamans, des tas de gens, et des enseignants même, tout simplement. En fait, ça me semblait bizarre de dire ça, mais quand j'étais jeune, je ne savais pas comment vivre ma vie, quoi. Et vraiment, personne peut-être ne sait de base, en fait. Oui, mais beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Oui, voilà, c'est ça. Ils avancent, tu vois. Mais moi, en fait, je me disais, mais comment avancer, quoi. Et vraiment, j'étais handicapé par rapport à ça. J'avais besoin d'un mode d'emploi de la vie. C'est bizarre de dire ça. Et c'est aussi pour ça que je cherchais des réponses et que je me cherchais des mentors. Donc ça m'a conduit à beaucoup voyager. En plus, je n'avais pas de conscience écologique à l'époque, donc ça ne me posait pas de problème de sauter dans un avion pour traverser l'Atlantique, rencontrer quelqu'un et revenir le lendemain, quoi. Oui. En tant que consultant, je gagnais bien ma vie, donc en fait, je dépensais tout ce que je gagnais en formation, en voyage, quoi. Et donc j'ai beaucoup reçu de tous ces gens-là. Mais pour répondre à ta question, sur le plan spirituel, oui, je me suis intéressé à la spiritualité, mais des années après. En fait, et c'est normal, d'ailleurs, c'est un phénomène naturel, et je pense qu'il faut d'abord nettoyer le psychologique avant de se connecter au spirituel. Il y a même un danger, un risque, je trouve, à se connecter trop tôt, à s'intéresser trop tôt à la spiritualité, parce que ça peut être une fuite, en fait. Parce qu'on a tous des problèmes. Pourquoi ? Parce que l'être humain est doté d'une psyché, que notre psyché est bien pratique, nous permet de nous adapter au monde, mais elle nous fournit plein de problèmes en même temps, quoi. Donc pas tous les mêmes, d'un individu à l'autre. Moi, je t'ai dit, c'était surtout des peurs. Pour d'autres, ça va être des problématiques de colère ou une trop grande exigence de soi, ou ça va être une problématique d'image, des gens qui sont extrêmement sensibles au regard des autres. Enfin bref, il y a plein de problématiques humaines. Et si on s'intéresse trop tôt à la spiritualité, on peut éviter de se soigner, de résoudre nos problèmes. Trop tôt, ça dépend de... tant qu'on n'est pas équilibré, quoi. Ouais, voilà. Alors, ça ne veut pas dire, une fois de plus, passer 15 ans sur un divan, je l'ai dit, mais grosso modo, être bien dans ses baskets, quoi. C'est-à-dire avoir toujours des petits problèmes, c'est normal, je dirais, mais grosso modo, avoir suffisamment avancé pour résoudre la plupart de nos problèmes et être bien dans notre peau, quoi. Et à partir de là, on s'intéresse à la spiritualité, je dirais presque naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on se regarde moins le nombril quand on a moins de problèmes, en fait. Les gens qui sont très nombrilistes, tout comme les gens qui sont très narcissiques, sont en fait des gens qui
souvent qui ont des difficultés avec eux-mêmes, qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, même s'ils ont l'air imbus d'eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas confiance en eux, en fait. Oui, ou ils n'ont pas confiance en eux, ou ils ne s'aiment pas, en fait. C'est seulement quand on apprend à découvrir vraiment notre valeur, quand on est convaincu de notre valeur, quand on apprend à s'aimer, qu'on s'intéresse moins à sa personne. Et si on s'intéresse moins à sa personne, on s'intéresse plus aux autres, déjà. Et puis, on s'intéresse aussi au sens de la vie, et donc ce qui nous dépasse, quoi. Donc après, on appelle ça Dieu, l'univers, la spiritualité, comme tu veux, peu importe. Mais on s'intéresse à ce qu'il y a d'autre, à savoir pourquoi on est là sur Terre, quel est le sens de la vie. Ça, ce sont des questions qui émergent quand on a nettoyé le psychologique. Sinon, on peut se raccrocher à Dieu en se disant oui, j'ai plein de problèmes, mais c'est pas grave parce qu'il y a Dieu et moi. Ouais, c'est. Voilà, donc voilà, je peux être dans la colère, même dans la. On sait tous qu'il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, ils sont quand même méchants, quoi. Donc on voit bien que ça n'a pas résolu leurs problèmes, quoi. Donc il faut d'abord travailler sur soi et après, en effet, on s'intéresse à ce qui nous dépasse. Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'ai fait le même constat et c'est vrai qu'en fait, ok, c'est intéressant de savoir ça. J'ai voyagé pendant quelques années, j'ai observé aussi plein de gens qui étaient en fuite, mais ça, c'était pas ça dont je voulais parler. Tu dis que tu as vu des chamans, etc. Je suis curieux juste de creuser un peu plus là-dessus parce que je crois pas que vu que tu en parles. T'en parles pas mal. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand moi j'ai lu ton livre Les Dieux voyagent toujours incognito, je me rappelle exactement, c'était en 2015 ou 2016 sur une pirogue en Bolivie. J'étais pendant 1 mois dans la jungle en immersion. Sans électricité, sans rien, etc. Et j'avais pas eu de chaman, mais je suis curieux du coup de voir toi comment t'as cette recherche de mentor, etc. Comment tu t'y es pris et un peu si des petites anecdotes qu'est-ce qu'ils t'ont partagé exactement. Oui. Alors plusieurs choses par rapport aux chamans, aux sages ou à ces guérisseurs un peu particuliers qu'on trouve à l'autre bout du monde. Alors sur les chamans, déjà moi je m'étais formé auprès d'un Américain qui s'appelait, parce que malheureusement il n'est plus de ce monde, Tom Best, qui était un homme très bien, très profond, qui s'était beaucoup intéressé au chamanisme péruvien. Et je me suis beaucoup formé auprès de lui. C'est lui, il animait des formations aux États-Unis pour initier en fait au chamanisme péruvien. Et en fait c'était intéressant parce que lui étant un occidental, il savait faire le lien entre la pensée chamanique, les croyances et l'univers chamanique et un cerveau d'occidental, de l'occidental que j'étais, quoi. Et donc ça, c'était vraiment passionnant. Après, j'avais pas le besoin d'aller plus loin et donc d'aller rencontrer les chamans et notamment le chaman auprès de qui lui s'était formé, quoi. Donc j'ai fait toute une retraite spirituelle avec ce chaman et là, en fait, j'ai été assez déçu, quoi. Ah ok. Ouais, j'étais assez déçu. Parce que ça m'a beaucoup moins apporté que ce que m'avait apporté Tom Best, qui avait décrypté tout ce qu'il faisait, quoi. Donc en fait, j'ai eu le sentiment qu'il ne se passait pas grand-chose pendant toute cette retraite. Et j'ai le sentiment de ne pas en avoir retiré grand-chose, quoi. Mais c'est des retraites avec des plantes médicinales ou... Non, il n'y avait pas de consommation de substances. Non, c'était vraiment basé sur un certain nombre de rituels. Il y avait des danses, il y avait des chants, pas mal de dialogues aussi. Donc il y avait un interprète, parce que moi je ne parle pas espagnol. Ok. Et voilà. Après, en Asie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment bluffé, à Bali d'ailleurs, hein. Ah d'accord, c'est lui qui t'a inspiré pour... C'est lui qui m'a inspiré pour la création du personnage, du sage. Mais celui que j'ai rencontré, c'était pas le même, hein. C'était un guérisseur des corps, pas des âmes. Et on dialoguait pas avec lui, parce que lui, pour le coup, il parlait que balinais. Et je parle encore moins balinais qu'espagnol. Ouais. Et j'avais pas de traducteur en fait du balinais vers l'anglais, donc c'était pas possible de communiquer. Donc c'était purement sur le comportement physique. Et enfin si, je l'ai vu à 2 reprises. Et la première fois, j'avais un traducteur en anglais. Et je me souviens très bien, je suis allé le voir vraiment par curiosité. Et j'avais rien, j'étais pas malade, mais une fois de plus, je me cherchais des mentors, j'avais envie de rencontrer des gens dotés de pouvoirs exceptionnels. Donc on m'avait parlé de lui quand j'étais à Bali, donc j'étais allé le trouver. J'étais accompagné d'un interprète la première fois et c'était assez bluffant parce que je vais voir cet homme-là qui était vieux, hein, vieux, c'était relatif, mais il avait bien 70-75 ans, quoi. Okay. Il exerçait encore, donc il me reçoit dans son campement. Et puis, il se met derrière moi. Alors, moi, j'étais en short, hein, c'est pas lui, il faisait chaud, quoi. Je le précise parce que c'est important pour l'anecdote. Il se met derrière moi et puis il me masse les épaules. Bon, très bien. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, donc via l'interprète, vous avez une douleur dans l'épaule. Et, je ne m'étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que là où il me massait, j'avais une petite douleur dans l'épaule. Un nœud, quoi. Ouais, c'est ça. Et il dit à l'interprète qu'il va évacuer cette douleur sous la forme de gaz par ma cuisse droite.
Sous la forme de gaz. Ouais, de gaz. Je me dis, ok, bon, pourquoi pas, j'attends de voir. Sauf qu'il reste derrière moi et ses mains n'ont pas quitté mes épaules, c'est-à-dire il me massait les épaules. Sauf que qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ma cuisse droite doubler de volume, mais vraiment se mettre à gonfler. Mais j'en revenais tellement pas que je regardais l'interprète pour voir s'il voyait ce que je voyais. Et puis après, je lui ai même demandé, hein, après coup, ma cuisse a doublé de volume. Mes poils se sont redressés au garde à vous et j'ai senti comme de l'air qui sortait par les pores de ma peau. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Sauf que ça a duré, je ne saurais pas dire combien de temps, parce que c'était assez bluffant. Du coup, on a tendance à générer une distorsion du temps dans ces cas-là. Mais ça a peut-être duré, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes. Et puis après, ma cuisse a retrouvé sa forme normale et j'avais plus mal à l'épaule. Et là, je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'interprète lui a posé la question. Et là, il m'a sorti des planches du corps humain qui ressemblaient à rien de ce que j'avais appris en biologie, ouais. en SVT. Ça me faisait un peu penser aux planches qu'on devait avoir au Moyen-Âge en France, quoi. Et puis là, il est parti dans moult explications que l'interprète a eu beaucoup de mal à traduire. Mais grosso modo, il disait problème avec les émotions. Enfin, voilà, j'étais pas très clair, mais en tout cas, j'avais plus mal à l'épaule après, quoi. Et sachant que c'était au niveau d'épaule, c'est dingue. Ok. Ouais, Mais c'est un peu comme les toucheurs. Enfin, c'est des gens qui ont un peu des je sais pas comment ils font, des oui, il y a super pouvoirs. Oui, il y a des gens qui ont des pouvoirs. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ans, j'ai souffert d'une capsulite de l'épaule gauche. C'est une inflammation de l'épaule. Je vais voir mon médecin qui me dit, voilà, elle pose son diagnostic. Elle me dit, il n'y a rien à faire. En médecine, on ne sait pas traiter ça. Et vous allez souffrir pendant 9 mois ou 1 an, quoi. Et là, j'en étais qu'à 2 mois de souffrance. Hein. Ah ouais. Je dormais plus la nuit. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Et elle me dit, sinon, allez voir un guérisseur. Et en fait, j'ai adoré que cette femme médecin me dise, vous savez, la médecine n'est pas une science exacte, ça, on ne sait pas traiter. Par contre, certains guérisseurs savent le faire. Je suis allé voir un guérisseur. Le lendemain, j'avais plus mal. En France, En guérisseur? France, oui, en Bretagne, Ok. à Elvin, pour tout vous dire. Le lendemain, j'avais plus mal, quoi. Ah ouais, c'est dingue. C'est une guérisseuse même, en l'occurrence, c'était une femme, quoi. Et j'ai apprécié en fait que ce médecin me dise, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer mais qui fonctionnent, quoi. Et ça, je trouve que c'est une posture très sage, qui est rarement la posture des scientifiques, qui tendent plutôt à éviter soigneusement les sujets pour lesquels on n'a pas d'explication scientifique, parce qu'ils sont mal à l'aise par rapport à ça. Or, pour moi, le fait de dire « je ne sais pas », pour moi, est le signe d'une vraie compétence. D'ailleurs, ce même médecin m'a dit, à propos d'autre chose un jour, « je ne sais pas, je vais me renseigner ». Pareil, c'est admirable. Moi, je n'attends pas de quelqu'un qui sache tout, quoi. Je préfère qu'il connaisse les limites de son savoir et de ses compétences, me le dise, et puis soit se renseigne, en effet, s'il en a moyen, soit m'envoie vers quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais, hyper intéressant. Ok. Et j'ai donc... ouais, et tu penses que c'est nécessaire d'avoir pas des chamans, pardon, des mentors, justement? Parce que du coup, vu que tu cherchais des mentors, tu recommandes à tout le monde d'avoir des mentors ou... Non. En fait, j'ai cessé de me chercher des mentors le jour où j'ai réalisé que n'importe qui, en fait, les gens de la rue m'apportaient beaucoup de choses. Là où je prêtais pas attention à eux avant, enfin, je prêtais pas attention à eux. C'est pas que je prêtais pas attention à eux, je ne prêtais pas attention aux enseignements que je pourrais retirer de notre relation, ce qui est très différent. Et en fait, on a énormément de choses à apprendre de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Et parfois, les gens nous disent des phrases que eux-mêmes peuvent penser anodines et qui en fait ne le sont pas. J'ai même une illustration, d'ailleurs, c'est une anecdote. Je l'ai souvent racontée, mais c'est pas grave. Quand j'étais jeune, je faisais de la planche à voile. Et un jour, mon moniteur me dit « Tiens, je t'ai observé, j'ai vu que tu n'allais plus progresser maintenant. » J'avais un certain niveau, mais j'espérais encore progresser. Et il me dit « Non, tu progresseras plus. » J'étais vexé, je me dis « Qu'est-ce qui te permet de me dire ça, quoi ?» Et il me dit « J'ai bien vu comment tu t'y prends, tu t'arranges pour pas tomber. Donc, tu connais pas tes limites, donc tu progresseras plus. » Donc, il faut tomber. Voilà, petite phrase anodine. C'est pas quelqu'un qui est un sage, un chaman, un philosophe, un enseignant, non. Petite phrase anodine, il n'a jamais su, j'aurais aimé lui dire d'ailleurs, avec le recul, il n'a jamais su à quel point cette petite phrase d'apparence anodine a eu un impact dans ma vie entière. J'ai compris ce jour-là que finalement, échouer, c'était pas grave. Parce que quand on tombe en planche à voile, c'est un échec, quoi. Et en fait, ça permet de progresser, quoi. L'échec permet de progresser, je l'ai compris ce jour-là, quoi. Donc ce jour-là, il a été un mentor, quoi. Et à partir de là,
Alors pas à partir de là d'ailleurs, parce que là j'étais jeune, hein. Mais une fois adulte, un jour j'ai compris à nouveau que tout le monde pouvait m'apporter quelque chose et qu'en fait tout le monde apportait quelque chose à tout le monde, quoi. On est tous des mentors les uns pour les autres, quoi. Il suffit de prêter attention à ce que nous disent les autres, à ce que font les autres, à l'impact que ça a sur nous et aux enseignements qu'on peut en retirer, quoi. Ouais, d'une part, être très curieux et deuxième part, écouter, quoi. Écouter Ouais, pleinement. ouais. Mais tu vois, même au sein d'un couple, en fait, les gens se mettent très rarement en couple avec des gens, avec une personne qui a la même personnalité que soi. Pourquoi ? Parce que c'est pas sexy. On est attiré par la différence. Les opposés s'attirent. Voilà. Mais oui, les opposés s'attirent. Donc tu vas pas tomber amoureux de quelqu'un qui fonctionne exactement comme toi, qui a la même personnalité. Donc tu es attiré par la différence. Tu te mets en couple. Et au bout de quelques temps, parce que la passion s'étiole un petit peu, tu vas ressentir la personnalité de l'autre comme étant plutôt un problème. Pourquoi ? Parce que l'autre ne fonctionne pas comme toi. Et c'est là où tu vas être agacé par sa façon de procéder, par certaines habitudes de penser, etc., de voir les choses. Tu vas être un peu agacé. Et en fait, tu ne réalises pas que c'est absolument nécessaire que cette personne ne pense pas comme toi et n'agisse pas comme toi, parce que c'est une façon de t'aider à lâcher prise sur ta propre manière de faire. Ça ne veut pas dire que la manière de faire de l'autre est meilleure, mais la tienne non plus n'est pas meilleure. Et finalement, il y a des choses à apprendre de la différence, quoi. Ouais, pour Oui, et donc en fait, quoi. un couple, c'est hyper enrichissant, même si on est un petit peu agacé par ce que peut faire l'autre à un moment donné, ce qui est un grand classique, quoi. Apparemment, pardon. Oui, mais la plupart des gens, pas la plupart des gens, mais beaucoup de gens, en tout cas 50%, si on croit les statistiques de différence, quoi, vont se focaliser sur ce petit détail qui les agace chez l'autre, sans réaliser que, ok, ça les agace juste parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement, mais c'est peut-être pas si con, en fait, ce que fait l'autre, quoi, tu vois. Et finalement, j'ai peut-être des choses à en apprendre aussi, quoi. Ouais. Apparemment, j'avais entendu dire que le couple, c'est l'inconscient qui veut. On se met avec quelqu'un, c'est notre inconscient pour soigner les blessures d'enfance et d'une certaine manière reprendre un peu les bons et les moins bons côtés de nos parents, en fait. Je sais pas si tu avais entendu parler de. Oui, j'ai entendu parler de cette théorie. Je ne sais pas ce qu'elle valent, honnêtement. J'en sais rien. J'en sais rien. Et sinon, du coup, tu parlais du fait d'être pleinement présent, écouté, etc. Et je crois dans ton dernier livre, Un monde presque parfait, il y a le réseau social Love Me, je crois, qui est en fait Instagram, où la personne qui poste tout le temps, etc., elle n'est pas justement pleinement présente dans le monde réel, elle n'écoute pas, etc. Toi, c'est quoi ta position justement par rapport à les réseaux sociaux, les médias Alors, d'abord, moi, à titre personnel, je gère moi-même comme un grand ma page Facebook. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de posts. Grosso modo, ça me sert à annoncer une conférence ou une dédicace si j'y pense. Et c'est mon agent qui gère un compte Instagram. Et en fait, pour tout dire, je ne suis jamais allé sur ma page Instagram, donc je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est me concernant. D'une manière générale, je trouve que les réseaux sociaux, si j'ai bien compris leur fonctionnement, sont un outil qui peut être précieux pour rester en lien les uns avec les autres, pour communiquer, pour échanger des idées. Je trouve ça vraiment performant. En revanche, l'utilisation qu'en font beaucoup de gens, je pense, interpelle un peu plus, ça pose question. Alors d'abord, il y a l'utilisation égotique que tu évoquais. En effet, si ça sert à une mise en scène de soi, c'est moi en vacances, moi sous mon meilleur profil, moi entouré de gens qui ont l'air tous de m'aimer, ou moi en vacances avec un beau soleil, alors qu'en fait il a plu les 3 quarts de mes vacances, mais personne ne le saura parce que je ne publie que les photos où il fait beau. Non seulement ça n'apporte rien, mais même ça peut à terme apporter une forme de déprime et de mal-être. Pourquoi ? Parce que ces photos ne correspondent pas à la réalité. Une fois de plus, s'il a plu les 3 quarts de mes vacances et que je montre que les photos de beau temps, je suis dans une forme de mensonge. Ouais. Et encore plus, évidemment, si je mets des filtres pour améliorer le teint de ma peau, etc., je suis dans une forme de mensonge. Ce qui veut dire que, ok, je vais récolter des likes, mais au fond de moi, je ne suis pas dupe. Je sais que ces gens ne m'aiment pas. Moi, ils aiment ce que je montre de moi qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas, en fait, puisqu'ils aiment une certaine image de moi qui n'est pas moi. Et donc finalement, plus il va y avoir de likes, de suiveurs, ou je ne sais même pas comment on appelle ça, des followers, voilà, plus finalement, je ne me sentirai pas aimé, puisque ces gens-là ne m'aiment pas. Ils aiment une image que je montre de moi qui n'est pas tout à fait moi. Donc en fait, c'est très problématique et ça peut vraiment être même anxiogène. Donc ça, les gens ne le réalisent pas. Donc ça, c'est un premier écueil. Il y en a un autre qui est peut-être encore plus grave, je dirais.
c'est par rapport à ce que font les réseaux sociaux sur notre cerveau. Ouais. Notre cerveau produit une hormone, un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir. Typiquement, elle est produite dans nos actions quotidiennes quand on va réussir quelque chose. Tu prépares ce podcast, ça te demande un investissement. Tu as dû peut-être lire mon livre, Un monde presque parfait, tu as dû te renseigner sur moi, tu as réfléchi aux questions pertinentes. C'est un travail, ça demande un effort de ta part. Si ce podcast se passe bien et que tu en es satisfait, eh bien, tu ressentiras sans doute un bien-être qui sera associé à une décharge de dopamine. Les neurologues disent que c'est le circuit de la récompense. En fait. Pourquoi ? Parce que cette décharge de dopamine, de plaisir, va t'inciter à renouveler l'effort. Et donc à te réinvestir dans une nouvelle préparation de podcast pour un prochain invité. D'accord ? Et c'est ça qui t'aidera aussi à pas zapper sur l'un des multiples projets que tu peux avoir. Okay. Donc c'est super utile, cette dopamine. Sauf que les réseaux sociaux engendrent une production de dopamine quasiment à la minute. Parce que dès que tu as un like sur ta page Instagram ou je ne sais quoi, tu as une décharge de dopamine. Tu publies une connerie, une photo de toi, des likes, décharge de dopamine. Et au bout d'un moment, c'est tellement facile d'avoir de la dopamine que finalement, tu risques de passer ta vie sur tes réseaux sociaux et de te détourner de ces projets de podcast qui, je pense, sont épanouissants pour toi. On a tous des projets dans lesquels on peut se réaliser, donc qui sont importants pour notre vie et qui demandent des efforts. Et la récompense de l'effort, c'est la dopamine. Mais si j'ai la dopamine trop facilement sur les réseaux sociaux, je vais me détourner de ces projets. Sauf que les projets me permettent de me réaliser, les réseaux sociaux ne me permettent pas de se réaliser. Ouais, c'est intéressant. Moi, il me faudrait quelqu'un comme toi qui me gère pareil. Je suis un peu comme toi, j'adore faire les podcasts comme on fait à l'instant T. Mais ensuite, les réseaux sociaux partagés sur Instagram, etc., la promotion, je trouve ça un peu moins... en fait, quand on voit dans le métro, tout le monde est sur son téléphone, les gens ne se regardent pas, etc. Je trouve ça tellement triste d'une certaine manière. Ils sont absorbés et ils prennent plus le temps de regarder le ciel, l'architecture. Oui. Tu fais bien de le dire, parce que c'est encore un troisième effet négatif de ça. L'attention est tellement accaparée sur ce monde virtuel que du coup, la personne se coupe du monde réel. Sauf que la vie et le bonheur, tous les maîtres spirituels du monde entier le disent, le bonheur, c'est aussi intimement lié à la capacité de savourer l'instant présent. Ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, dans le monde autour de moi, avec les gens autour de moi, et pas dans ce monde virtuel des réseaux sociaux. Ouais, j'aimerais bien juste, il nous reste un petit peu de temps, rapidement, sur comprendre ton processus un peu créatif et d'écriture, et aussi un peu la journée type de Laurent Gounel, justement. Bon, là, tu fais un podcast aujourd'hui, mais est-ce que tu as des journées types, ton quotidien un peu D'accord. Alors, moi, je suis très attaché dans ma vie à de la liberté. Donc, rien n'est codifié chez moi. Donc, j'ai pas de... Je ne me donne pas d'horaire, de travail, je me donne aucune contrainte en fait. Je suis très en contact avec ce que je veux au fond de moi. Ça veut dire que je glande toute la journée, je passe ma journée devant Netflix ou je ne sais quoi, c'est pas mon truc d'abord. Mais... Ouais. Non, mais ça veut dire que je suis à l'écoute de ce que je veux profondément. D'accord, pas de petites envies passagères. Donc ça veut dire que une journée type... Alors, tout dépend où j'en suis par rapport à mon métier, puisque mon métier s'effectue en 3 phases. J'ai une phase créative, où je vais trouver toutes les idées d'histoire, donc de scènes au sein des histoires qui me permettent de porter les messages que j'ai envie de porter dans un livre que je prépare. Donc cette phase créative, elle va durer 1 an et demi, c'est la plus longue. Après, j'ai une phase de plan et ensuite une phase d'écriture. Donc je vais commencer par la phase d'écriture, parce que la phase d'écriture, ça se passe à mon bureau, quoi. J'écris à mon bureau ou dans un café, mais j'ai un peu perdu l'habitude depuis le Covid. En fait. Donc, grosso modo, j'écris à mon bureau, je suis chez moi, je suis bien. Et là, j'écris toute la journée, parce que c'est une phase de bonheur. Moi, j'adore écrire. Donc, j'ai pas d'horaire, une fois de plus. Mais globalement, je vais faire que ça dans la journée, quoi. Ok, trop bien. En phase créative, c'est différent. Ça se passe très rarement à mon bureau, parce que pour moi, la créativité implique le mouvement et aussi pas mal la présence de la nature. Donc, en fait, je vais me balader, quoi. Je vais me balader, mais pas en rêvassant à n'importe quoi. Je pense à mon projet. Pourquoi ? Parce que je suis porté par ça. Ça correspond à mon envie. J'ai envie de partager certaines idées. Donc, ça va être le ou les thèmes du livre. Et donc, je cherche les idées qui vont me permettre de porter ça. Donc, en fait, je vais me balader dans un état de confiance par rapport au fait que les idées vont venir, quoi. Donc, je ne suis pas dans une recherche active. Je ne vais pas me concentrer pour dire, alors voyons, quel personnage il faut, quelle scène, qu'est-ce qui doit se passer. Là, je serai dans le mental.
Non, vraiment, je me détends, je me laisse aller, je suis au milieu des petits oiseaux, je marche, quoi. Tu laisses couler. Voilà, je laisse couler, mais tout en sachant que ma conscience est connectée d'une certaine manière à l'histoire et au message que je veux transmettre. Donc je laisse venir, ça veut dire grosso modo, je me balade, mais j'ai des idées qui me viennent. Et donc quand une idée me vient, bah, je prends mon téléphone, je dicte au dictaphone quoi, pour l'enregistrer. Je dicte les idées, quoi. Voilà. Ok. Et puis après, je reviens au bureau et je retranscris, quoi. Trop Après, bien, j'ai aussi des idées qui me viennent dans l'eau. Moi, j'ai une relation particulière à l'eau. Ah, en nageant, quoi. Ouais, en nageant, sous la douche, même parfois dans la baignoire. Je sais, ça va sembler très, très zarbi, je suis désolé. T'écris tes livres en fait dans la baignoire. Non, mais je le fais rarement, ne serait-ce que parce que j'ai une conscience écologique. Je sais qu'une baignoire, c'est quand même énormément d'eau chaude, donc c'est vraiment pas écolo. Mais ça m'arrive quand je suis bloqué, quoi. Si vraiment je suis bloqué sur un passage, à ce moment-là, je remplis d'eau la baignoire et je m'immerge complètement dans l'eau, mais complètement là. Donc, je fais la tête sous l'eau, je me bouche le nez, je me mets en position fétale, et là, c'est magique, quoi. Les idées viennent, quoi. Ah, en position fétale. Ouais. Ok. Moi, c'est aussi que je suis très grand, donc je tiens pas dans une baignoire. C'est marrant. Donc voilà, maintenant une journée type, c'est aussi un peu décousu. C'est une fois de plus, je ne mets pas de contraintes. Donc, tu vois, je vais être en phase créative, je vais me promener, puis je vais revenir, puis je vais lancer un lave-linge, il y a un lave-linge à lancer, Ouais. ou je vais aller faire une course, mais je suis toujours dedans néanmoins. En fait, je suis vraiment dans mon histoire. Donc, tu vois, je peux être au supermarché et puis en même temps avoir une super idée, quoi, que j'ai tout de suite enregistrée, quoi. Et est-ce que tu fais des miracle morning, enfin le matin tu te lèves, tu fais des cris, tu fais du yoga, tout ça ou, J'ai c'est un rituel peu, matinal. J'ai un rituel, alors ça c'est vraiment tous les jours. Je me lève, je sors dans le jardin ou je reste sur la terrasse s'il pleut, quoi. Et c'est un rituel de gratitude, en fait. C'est-à-dire, je prends quelques instants, parce que j'ai beaucoup de choses à faire le matin, je dois préparer le petit déjeuner des filles, etc. Mais je sors donc dehors, je ressens la nature. En fait. Donc je m'accorde quelques minutes pour ressentir la nature, ressentir dans tous les sens du terme, ressentir d'abord les odeurs de la nature. Toi, le matin, il y a eu de la rosée, donc vraiment les odeurs sont exacerbées, donc ça sent, je sens l'odeur des plantes, de l'herbe, tu vois. Et puis après, je me connecte au sol. J'essaie de me connecter au sol. Donc j'imagine que mes pieds s'enracinent. Ah ouais, Tu ok. vois. C'est comme si voilà, j'avais des racines qui allaient dans le sol et comme prendre l'énergie du sol. Enfin, je me fonds dans le sol, tu vois. Et puis je regarde les arbres autour de moi. Et puis je lève mes bras vers le ciel, comme ça, tout doucement. Tu vois. Je sais, ça semble peut-être un peu bizarre. Et là, je regarde le ciel et je remercie. En fait. Et je remercie quoi? Alors, je ne sais même pas qui je remercie. D'accord, parce que je ne suis pas religieux, donc je ne veux pas dire que je remercie un Dieu qui correspond à une image très très précise pour moi, mais je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie ce qui est là, ce qui me dépasse, parce que je sais qu'il y a des choses qui me dépassent, je ne sais pas quoi exactement, mais il y a des choses qui me dépassent, donc je remercie tout ça, je remercie la vie en fait, pour ce qui est. Je ne remercie pas pour ce qui m'arrive, d'accord? Ce qui m'arrive est fluctuant, hein. J'ai des choses positives et négatives comme tout le monde dans la vie, et peu importe, je dirais, ça c'est mon business, j'ai envie de dire, ça ne regarde pas l'univers. Ouais, ouais. Mais je remercie pour ce qui est. Je remercie simplement pour les plantes autour de moi. Je remercie pour la vie. Je remercie pour voilà, tout ce qui existe, pour le monde. Je remercie d'être en vie aussi, tout simplement. Donc ça me prend quelques minutes seulement. En tout, ça va durer quoi, peut-être 4-5 minutes. Quoi. Après, je rentre et puis je vais préparer le petit déjeuner des enfants. Un peu Avatar en fait. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est marrant dans ton dernier livre justement, presque farcé, c'est les deux extrêmes entre l'intelligence artificielle d'un côté, ultra connectée de l'autre côté, la nature. Et, Oui. Et justement, c'est une question que je voulais poser très rapidement. Je peux te poser 2-3 questions d'ailleurs à la fin, on répond en 2-3 mots. Mais si tu devais choisir entre... Alors, je t'interromps, excuse-moi. Ouais. Le pourquoi de ce rituel de gratitude, en fait, c'est très important parce que ça envoie le message, mais aussi à moi-même, à mon cerveau, si tu veux, que quoi qu'il m'arrive dans la vie, parce que comme tout le monde, j'ai les tuiles, je l'ai dit, eh bien, en fait, quelque part, c'est quand même juste merveilleux d'être en vie et c'est intéressant de le ressentir. Et le fait d'être dans un état de gratitude, mais dans un état très positif aussi, tu vois, par rapport à la vie, et ça donne confiance dans la vie et confiance dans l'univers. Même s'il va se passer dans la journée des choses qui ne sont pas toujours agréables. Voilà, je te rends la parole. Ok, non, c'est hyper intéressant. Mais je pense que c'est... Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont plus besoin de nature que d'autres ou... Je ne saurais pas dire, je ne sais pas. Mais 2-3 questions que tu peux répondre en 2 mots pour terminer. Ta définition de la liberté. La liberté, déjà, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce que je veux quand je veux, d'accord.
Non, la liberté, pour moi, c'est essentiellement, tout en respectant les autres, être à l'écoute de moi-même, de mes envies profondes, donc me libérer du regard de l'autre, me libérer des attentes de l'autre, me libérer des conventions sociales, me libérer des normes dictées par les entreprises, la société, me libérer de ça pour être vraiment à l'écoute de moi, qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire, si on me demande quelque chose, même si c'est les pouvoirs publics qui me demandent, qui exigent de moi quelque chose, avant de le faire, je respecte la loi, hein, mais avant de faire ce qu'on me demande, je m'interroge toujours sur comment je le sens moi. Qu'est-ce qui est important pour moi, quoi. Et la liberté, pour moi, c'est être aligné entre ce que je ressens profondément, mes valeurs, et ce que je fais, mes actes. Ok, intéressant. Deuxième question, justement, la petite comparaison dans tes deux personnages de ton dernier livre, les deux extrêmes, ultra connectés, intelligence artificielle et la nature, si tu devais choisir entre les deux. J'apprécie les outils technologiques, mais je veux qu'ils restent mes serviteurs, qu'ils ne deviennent surtout pas mes maîtres. Et on va dire une avant-dernière question. Dans mon podcast, comme je l'ai dit, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et j'ai eu pas mal de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, millionnaires, etc. Toi, tu penses quoi de l'argent ? De l'argent ? Ouais. Oh, l'argent, il y a beaucoup de choses à dire sur l'argent. Ouais, on pourrait faire un podcast entier ouais. là-dessus. En fait, je voulais en parler plus longuement, mais... Ouais. En 2 mots, l'argent a été créé pour permettre les échanges entre les gens. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Parce qu'avant, c'était quand même pas très pratique, le troc, si tu veux, d'échanger des services et des produits. Donc, on peut voir l'argent positivement. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ça à l'esprit, de voir l'argent pour ce qu'il est. Ça permet des échanges. D'accord ? Je vais échanger ce que je sais faire par rapport à d'autres choses que je ne sais pas faire, par exemple. Ok ? Après, l'argent, comme justement il permet de se procurer, d'acheter des produits ou des services, eh bien en fait, du coup, c'est intéressant. Du coup, tout le monde en veut, quoi. Et là, il faut juste prendre garde, un peu comme les outils technologiques, qui sont des bons serviteurs mais de mauvais maîtres. C'est le cas de l'argent, quoi. C'est ce que disait mon grand-père, d'ailleurs. C'est un bon serviteur. On en a tous besoin et c'est normal d'en vouloir, mais c'est un mauvais maître en ce sens que si on devient obsédé par ça, et si nos choix de vie, et notamment nos choix professionnels, sont dictés par la volonté de gagner plus d'argent, toujours plus d'argent, c'est la meilleure recette pour passer à côté de sa vie. On pourrait terminer là-dessus. Enfin, après, la dernière, c'était être aventurier de la vie pour toi. Ça veut dire quoi, mais c'était une belle fin, là. Ouais, on va rester là-dessus. On reste là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, pour l'échange. C'est passé. J'avais encore plein d'autres questions qui étaient dans ma tête, mais que c'est passé très vite. Donc pour une prochaine fois, pour le prochain livre, peut-être dans 1 ou 2 ans. Ok, avec plaisir, Adrien. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Et voilà, très bientôt. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Merci. À bientôt.